J'ai égorgé mon beau-frère d'un geste précis, comme on tranche une dette impayable, sous les yeux écarquillés de ma sœur qui hurlait son innocence volée. Mes parents, ces fantômes de la bourgeoisie parisienne, n'ont pas bougé. Ils savaient que le sang sur mes mains était le leur, versé il y a 20 ans dans les caves humides de notre château en Normandie. Et ce soir-là, en le voyant s'effondrer sur le tapis persan de notre salon haussmannien, j'ai souri pour la première fois depuis mon incarcération. La revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui empoisonne les veines. Le vent de la Seine charriait l'odeur de la trahison ce soir-là, quand j'ai franchi le seuil de la maison familiale pour la première fois depuis 7 ans. Paris, ma ville natale, m'avait craché dehors comme un os rongé, après m'avoir mâché vif dans les geôles de Fresnes. J'étais innocent, bien sûr du moins, aux yeux de la loi. Mais aux yeux de ma famille, j'étais le bouc émissaire parfait, le fils cadet discret qui porterait le poids du meurtre que ma sœur, Élise, avait commis dans un accès de jalousie furieuse. Elle avait poignardé son amant, un banquier aux mains sales, dans une chambre d'hôtel du Marais, et c'est moi qu'on avait accusé. « Tu étais là, n'est-ce pas » avait-elle murmuré au tribunal, ses yeux de chat angora implorant la pitié du jury. Et moi, par loyauté mal placée, j'avais acquiescé en silence, avalant la sentence comme un poison doux. Mais les prisons françaises ne brisent pas seulement les corps, elles forgent des lames. Pendant ces années, cloîtré entre 4 murs suintants, j'ai appris l'art de la patience normande, cette lente érosion des falaises par la mer qui finit par tout engloutir. J'ai lu Balzac dans la lumière jaunâtre des néons, absorbant les intrigues des familles dévorées par l'ambition. J'ai écouté les murmures des codétenus, ces âmes damnées qui m'ont enseigné comment un regard peut tuer plus sûrement qu'une balle. Et surtout, j'ai fouillé dans les ombres de mon propre passé, déterrant le secret que mes parents avaient enterré plus profondément que le corps de cet amant. Élise n'était pas leur fille unique adorée. Elle était le fruit d'une liaison adultère de ma mère avec un diplomate italien, un bâtard que mon père avait élevé comme un trophée pour masquer sa propre stérilité. Moi, j'étais le vrai héritier, le fils légitime dont le testament avait été réécrit en lettres de sang pour favoriser la favorite. De retour à Paris, je me suis installé dans un appartement exigu du quartier latin, un taudis aux murs lézardés où l'odeur de croissants brûlés se mêlait à celle de la moisissure. Pas d'argent, pas de nom, juste une valise usée contenant un couteau de cuisine aiguisé et une photo jaunie d'Élise, radieuse à son mariage avec Antoine, ce beau-frère que j'allais bientôt envoyer à Pâtre. Il vivait toujours dans l'hôtel particulier de la rue de Rivoli, un bastion de la vieille aristocratie française, avec ses lustres en cristal et ses portraits ancestraux qui semblaient me toiser du haut de leur cadre doré. Mes parents, Henri et Claire de Montfort, incarnaient le chic parisien. Lui, un notaire aux moustaches impeccables, trafiquant des testaments comme des contrats d'amour. Elle, une ancienne actrice de la comédie française, dont les yeux verts, les miens, cachaient des tempêtes atlantiques. Ma première visite fut un théâtre bien rodé. J'ai sonné à la porte en fin d'après-midi, quand le soleil couchant teignait la scène d'un or mensonger. C'est la bonne, Marie, qui a ouvert, son tablier amidonné froissé par la surprise. « Monsieur Lucien, mon Dieu, vous êtes… » Elle n'a pas fini. Élise a surgi du salon comme un spectre en tailleur Chanel, ses perles barocco claquant comme des menottes. « Lucien, c'est impossible. Tu n'as pas le droit de revenir ici après ce que tu as fait. » Ces mots étaient du velours empoisonné, mais ses pupilles dilatées trahissaient la peur. La belle Élise, toujours si maîtresse d'elle-même, craignait le retour du fantôme qu'elle avait elle-même invoqué. Je suis entré sans y être invité, mes bottes claquant sur le parquet cirées comme des coups de feu assourdis. Ce que j'ai fait? Rappelle-toi, chère sœur, c'est toi qui as tenu le couteau, et moi qui ai payé l'addition. Elle a blêmi, jetant un regard vers le salon où nos parents sirotaient leur thé d'argéling. Henri a posé sa tasse avec un cliquetis délicat, ses yeux de myope plissés derrière ses lunettes à monture d'écaille. Lucien, mon fils. Nous pensions que le temps avait cicatrisé les plaies. Claire, elle, s'est levée avec grâce, sa robe en soie murmurant comme un secret. Viens, embrasse ta mère. Son parfum de jasmin m'a enveloppé, et pendant un instant, j'ai failli oublier. Ses bras qui m'avaient bercé étaient les mêmes qui m'avaient vendu au loup. Le dîner ce soir-là fut une comédie drôlatique, un pastiche de Molière où chaque bouchée était un acte d'accusation. Antoine, mon beau-frère, trônait en bout de table, son col roulé Lacoste tendu sur un torse de yachtsman. Avocat d'affaires, il avait bâti sa fortune sur les ruines des faillites familiales, y compris la mienne. Alors, Lucien, la prison t'a-t-elle rendu philosophe? A-t-il ricané, versant du Bordeaux dans mon verre. J'ai souri, feignant l'amertume du vin. Elle m'a appris que la justice française est une putain. Elle se vend au plus offrant. Élise a toussé, étouffant un rire nerveux. Ne sois pas vulgaire, Lucien. Nous sommes une famille. Famille. Le mot sonnait comme une malédiction dans ma bouche. Mais sous la table, mes doigts effleuraient la lame cachée dans ma chaussette, un rasoir de barbier hérité de mon grand-père,
aiguisée jusqu'à trancher l'âme. J'attendais le moment, ce interstice où la vigilance faiblit, quand Antoine s'est levé pour allumer un cigare cubain, son dos tourné vers moi. Un geste fluide, presque poétique. La lame a glissé sous sa mâchoire, sectionnant l'artère comme une vigne trop mûre. Le sang a giclé en arc-en-ciel sur la nappe en lin, éclaboussant les couverts en argent. Élise a hurlé, un cri primal qui a fait trembler les verres en cristal. Henri s'est figé, sa fourchette suspendue. Claire a porté la main à sa gorge, ses yeux verts, miroir des miens, emplis d'une horreur muette. « Pourquoi » a gémi Élise, rampant vers le corps d'Antoine qui se vidait en flaques sombres. « Parce que tu m'as volé ma vie, et lui, il était ton geôlier », ai-je répondu calmement, essuyant la lame sur une serviette brodée. Les sirènes ont ululé au loin, Paris se réveillant de son rêve bourgeois. Mais mes parents n'ont pas appelé la police. Non, ils savaient, ce meurtre n'était que le prologue. La vraie vengeance, celle qui rongerait leurs os nuit après nuit, commençait à peine. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard de formalités policières, un ballet absurde où les flics de la PJ, ces limiers fatigués par les néons de la préfecture, fouillaient notre salon comme des archéologues en quête de reliques. Geignés, bien sûr, avec l'innocence d'un chérubin de la Renaissance. Un accident ? Antoine s'est rasé trop près, peut-être. Élise, prostrée dans un fauteuil Voltaire, oscillait entre hystérie et catatonie, ses ongles griffant les accoudoirs en velours. Mes parents, ces maîtres de la dissimulation, ont déployé leur arsenal. Avocats en costume 3 pièces, pots de vin glissés dans les poches des inspecteurs comme des pourboires généreux. C'était un suicide, messieurs. La pression du barreau, vous comprenez. Et moi, spectateur invisible, je savourais le spectacle depuis ma chambre d'invité, un grenier aux poutres apparentes où les toiles d'araignée tissaient des voiles sur mes souvenirs d'enfance. Mais la nuit, quand la ville ronronnait sous les pluies d'automne, je descendais dans les caves, ces catacombes familiales où l'air était saturé d'humidité et de mystère. Là, entre les tonneaux de cognac millésimés et les caisses de livres jaunis, j'avais trouvé, lors de ma première fouille clandestine, le dossier, un classeur en cuir rouge, marqué « Héritage confidentiel ». Les pages craquaient comme des os secs, révélant la vérité que j'avais soupçonnée dans mes rêves fiévreux de prison. Ma mère, Claire, avait trompé Henri en 1985, lors d'un gala à l'Opéra Garnier, avec le comte italien Lorenzo Rossi, un espion déchu de la guerre à Freda, dont les yeux sombres avaient ensorcelé la jeune actrice. Élise était née 9 mois plus tard, prénommée d'un faux nom pour masquer la bâtardise. Mon père, stérile par une blessure de guerre en Algérie, avait adopté l'enfant comme la sienne, réécrivant le testament pour la favoriser. Château en Normandie, vignoble en Bordeaux, tout pour la fille prodigue. Moi, Lucien, le vrai fils conçu par miracle ou par caprice du destin, n'hériterais que des miettes, et du crime qu'elle commettrait pour couvrir ses dettes de jeu. Ce secret était mon arme, aiguisée comme la lame qui avait ouvert la gorge d'Antoine. Je l'ai confrontée, Élise, une semaine après l'enterrement, dans le cimetière du Père-Lachaise où les tombes des poètes se moquaient de nos drames bourgeois. La pluie fouettait les cyprès, transformant le sol en boue funèbre. Elle s'est approchée, son parapluie en soie noire dégoulinant comme des larmes de crocodile. « Qu'est-ce que tu veux, Lucien ? L'argent ? Les bijoux de maman ?» Sa voix était un sifflement, un serpent lové dans l'herbe humide. J'ai sorti le dossier de mon manteau, les pages alourdies par l'eau. « Non, sœur. Je veux la vérité. Et ta chute. » Ses yeux se sont écarquillés, depuis de panique sous le mascara ruisselant. « Comment as-tu » Elle a tendu la main pour arracher les papiers, mais je les ai tenus hors de portée, comme un prêtre brandissant un exorcisme. Les caves, Élise. Tes secrets y pourrissent comme du vin tourné. Elle a reculé, trébuchant sur une dalle gravée du nom de Baudelaire. Tu bluffes. Papa ne te croira jamais. Mais sa voix tremblait, trahissant le château de cartes qu'était sa vie. Veuve éplorée, endettée jusqu'au cou par les dettes d'Antoine, qu'elle avait elle-même encouragé, forçant son mari à spéculer sur les marchés pour combler ses vices. Le meurtre d'Antoine ? Pas seulement vengeance pour son adultère. C'était aussi pour toucher l'assurance vie, 1 million d'euros qui paierait ses créanciers italiens, descendant lointain de ce contre aussi. Je l'ai laissé là, pantelante sous la averse, et suis rentré à pied, traversant le pont des Arts où les cadenas d'amour rouillés me rappelaient ma propre chaîne brisée. À l'appartement, j'ai ouvert un ordinateur volé, un MacBook au reflet de lune, et commencé à tisser la toile. Premier fil, contacter un hacker du dark web, un Breton exilé à Lisbonne nommé Yann, qui pour 500 €, emprunté à un usurier du Bastille, m'a fourni les relevés bancaires d'Élise. Des transferts suspects vers des comptes offshore, des prêts usuraires signés de sa main fine. Deuxième fil, infiltrer le cabinet d'avocat d'Henri, où un clerc corrompu, un jeune Auvergnat aux ambitions dévorantes, m'a vendu des copies des testaments modifiés. Troisième fil,
La presse, ces hyènes du Figaro et du Monde, prêtes à mordre pour un scoop. Mon plan se déployait comme un opéra wagnérien, lent et inexorable. J'ai commencé par des lettres anonymes, glissées dans les boîtes aux lettres sous le couvert de la nuit. La première pour Élise. Le sang de Rossi coule en toi, mais il te noiera. Elle a paniqué, appelant Henri en sanglots. Papa, Lucien sait. Il va tout détruire. Mon père, ce notaire aux principes élastiques, a convoqué une réunion familiale dans le salon, sous le portrait de Louis XIV qui nous dominait comme un juge impitoyable. Fiston, qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Élise est ta sœur, chair de notre chair. J'ai feint l'innocence, les yeux baissés sur mes mains tachées d'encre. Peut-être, père. Mais le sang appelle le sang. Claire, sentant le vent tourner, a tenté de m'acheter un chèque de 50 000 €, discrètement glissé dans ma poche lors d'une promenade le long des quais. Pour ton avenir, Lucien. Oublie le passé. Son parfum de jasmin m'a étouffé, et j'ai déchiré le chèque sous ses yeux, les morceaux voltant comme des confettis funèbres dans le vent. Mon avenir? Il commence quand le vôtre s'achève. Elle a pâli, sa main tremblante effleurant la balustrade. Ce soir-là, j'ai empoisonné son thé, pas assez pour tuer, juste pour la fièvre, des crampes qui la cloueraient au lit une semaine, la forçant à annuler son gala à l'Élysée. Un laxatif puissant, acheté en pharmacie sous un faux nom, versé dans la théière en porcelaine de Limoges. Elle a vomi ses tripes dans la salle de bain marbrée, hurlant mon nom comme une malédiction. Élise, elle, contre-attaquait à sa manière, sournoise, comme une vipère normande. Elle a engagé un privé, un ex-flic limogé pour corruption, pour me suivre dans les ruelles du Marais. Je l'ai semé facilement, le piégeant dans un café bondé où je lui ai glissé une enveloppe contenant des photos compromettantes, non pas d'elle, mais de lui, avec une mineure lors d'une affaire classée. Disparaît, ou ses clichés iront au canard enchaîné. Il a filé, la queue entre les jambes, rapportant à Élise que j'étais un fantôme intouchable. Elle a alors essayé la séduction, une dernière carte dans sa manche de courtisane. Un dîner à deux dans un bistrot de Montmartre, sous les yeux peints de Picasso. Lucien, nous pouvons partager. L'héritage, la maison en Provence. Oublions. Ses lèvres carminées effleuraient mon oreille, son décolleté un piège à loup. J'ai ri, un rire sec comme le Mistral. Partager? Tu m'as déjà tout pris, Élise. Ton tour de mendier. La tension montait, un orage prêt à éclater sur la capitale. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, devenait le théâtre de notre drame familial, un mélange de Racine et de polar noir. J'ai accéléré, un article anonyme envoyé au Monde, détaillant les irrégularités dans le testament de Montfort. Héritage empoisonné, une famille noble au bord du gouffre. Les journalistes ont mordu, publiant un dossier qui a fait trembler les salons de la rive droite. Henri a nié en conférence de presse, sa voix chevrotante sous les flashs. Mensonge. Calomnie d'un fils égaré. Mais le doute s'insinuait, comme l'eau dans les fissures d'un barrage. Et puis, le premier craquement, Élise, acculée, a tenté de me faire accuser à nouveau. Une nuit, alors que je rentrais d'une filature, deux voyous masqués m'ont sauté dans une impasse près de la Bastille. Coup de poing, lame effleurant ma joue, une cicatrice fraîche pour remplacer l'ancienne. Ils ont fui en laissant tomber un portefeuille, carte de crédit d'Élise, empreinte digitale encore chaude. J'ai ri dans l'ombre, le sang coulant sur mon col. Bien essayé, sœur. Mais le diable protège les siens. L'hiver s'abattait sur Paris comme un linceul gris, la neige fondue transformant les Champs-Élysées en marécage de luxe. J'avais élu domicile dans les ombres du quartier des Halles, un studio anonyme où les murs suintaient l'humidité et les voisins, des immigrés maghrébins au rire rauque, ignoraient mon existence. C'était parfait, un terrier pour le renard que j'étais devenu, loin des regards scrutateurs de la famille. Chaque matin, je m'asseyais à une terrasse enfumée du Forum des Halles, sirotant un café serré en observant la foule, ces Parisiens pressés, ignorant des abysses qui se creusaient sous leurs pieds. Mon téléphone jetable vibrait de messages codés de Yann, le hacker, transfert confirmé. 200 cas vers Chypre. Preuve prête. J'ai décidé d'attaquer sur deux fronts, financier et émotionnel, comme un général napoléonien divisant ses ennemis. D'abord, les finances. Avec les relevés bancaires en main, j'ai contacté un journaliste d'investigation du Canard enchaîné, un gaillard bourru nommé Duval, qui puait le gauloise et le cynisme. Rendez-vous dans un bar miteux de Belleville, sous les fresques taguées de Blake-le-Rat. De Montfort? C'est noble de carton? J'adore, a-t-il ricané, allumant un pétard malgré l'interdit. Je lui ai tendu une clé USB, virement frauduleux, faux contrat signé par Antoine sous la dictée d'Élise. Blanchiment d'argent via des vignobles bordelais.
Et le meurtre? Couverture pour l'assurance. Duval a sifflé, ses yeux luisants comme un chat devant une souris. Ça va faire du bruit, gamin. Mais qui es-tu dans ce cirque? Le fantôme, ai-je répondu, vidant mon pastis d'un trait. L'article est sorti une semaine plus tard. La veuve noire de Rivoli, blanchiment et sang dans la haute bourgeoisie. Les titres hurlaient dans les kiosques, des unes du Figaro à celles de Libération. Élise a appelé, sa voix un hurlement étouffé. C'est toi, salaud. Tu vas payer. J'ai raccroché, imaginant son visage ravagé par les flashs des paparazzis qui campaient devant l'hôtel particulier. Henri, acculé, a tenté de limiter les dégâts. Donation à des œuvres caritatives, interview larmoyante sur France Inter où il pleurait l'honneur familial sali. Mais Claire, alitée par sa maladie mystérieuse, murmurait dans son délire « Lorenzo. Le sang italien. Il revient. » Le front émotionnel était plus délicat, un jeu d'échecs où chaque pièce était une cicatrice. J'ai commencé par infiltrer le cercle d'Élise. Ses amis, ces lionnes du 16e arrondissement, avec leur sac Hermès et leur mari banquier. Via un faux profil sur un site de rencontres élitistes, Lucien Duval, import-export. J'ai séduit Camille, une blonde aux lèvres pulpeuses, meilleure amie d'Élise et héritière d'une chaîne de parfumerie. Nos « rendez-vous » étaient des embuscades verbales dans des brasseries chics du Triangle d'Or. Élise, une sainte, minaudait-elle, sirotant son kir royal. Je hochai la tête, feignant l'admiration, avant de glisser le poison. Vraiment? J'ai entendu des rumeurs. Dette, amant. Ses yeux s'écarquillaient, et bientôt, les murmures circulaient dans les dîners en ville. Pauvre Élise, veuve et ruinée. Et ce frère, sorti de prison. Camille est tombée dans le piège plus vite qu'une tour Eiffel en carton. Au lit d'un hôtel particulier loué pour l'occasion, entre draps en lin égyptien, elle a confessé. Élise m'a demandé de l'argent. 100 000 euros. Pour des investissements. Point. J'ai feint la surprise, caressant son dos nu. Et tu as donné? Oui, mais elle n'a pas remboursé. Et maintenant, avec l'article. J'ai souri dans l'ombre, son corps chaud contre le mien comme un trophée éphémère. Le lendemain, elle a rompu avec Élise, un texto glacial. Traîtresse. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les salons de thé de Faubourg Saint-Honoré. Mais Élise n'était pas du genre à se laisser abattre sans riposter. Elle a lutté, cette vipère, avec une malfaisance qui me rappelait les intrigues de les liaisons dangereuses. Elle a d'abord tenté de me discréditer publiquement. Une interview dans Elle, où elle pleurait mon frère, un monstre jaloux, responsable de la mort de mon mari. Les tabloïds ont gobé, titrant « Le fils maudit » de Fresnes aux vengeances. J'ai contre-attaqué avec une vidéo anonyme sur YouTube, deepfake grossier mais efficace, montrant Élise en train de falsifier des signatures, extraites des fichiers de Yann. Les vues ont explosé, 500 000 en 24 heures, avec des commentaires enragés, « Justice pour Antoine. Cette salope mérite la tôle. » Puis, le coup bas. Elle a contacté ma seule faiblesse restante, Sophie, mon amour de jeunesse, une professeure de littérature à la Sorbonne que j'avais laissée derrière moi avant la prison. Élise l'a appelée, sa voix mielleuse. « Sophie, Lucien est dangereux. Il a tué Antoine. Ne le revois pas. » Sophie, avec ses cheveux châtains et son accent provençal doux, m'a envoyé un message. « C'est vrai? J'ai peur. » Mon cœur s'est serré, un étau de regret. J'ai fixé mon téléphone dans la pénombre de mon studio, la pluie martelant les vitres comme des accusations. Était-ce cela, la vengeance? Perdre les derniers lambeaux d'humanité? Non. J'ai répondu, viens me voir. La vérité est plus noire que ces mensonges. Nous nous sommes retrouvés au Luxembourg, sous les statues de reines oubliées, où les feuilles mortes tourbillonnaient comme des fantômes. Sophie, emmitouflée dans un manteau en laine, m'a regardé avec des yeux hantés. « Lucien, qu'as-tu fait ?» J'ai tout déballé, le meurtre originel, le bouc émissaire, le secret de naissance. Elle a pleuré, ses larmes salant l'air automnal. « Tu es brisé, mon amour. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Je l'ai embrassé, un baiser salé de désespoir, mais au fond de moi, la lame se resserrait. Sophie était mon ancre, Élise venait de la couper. La riposte a été féroce. J'ai utilisé Sophie comme appât, une invitation feinte à un dîner de réconciliation chez des amis communs, dans une villa de Neuilly. Élise a mordu, croyant piéger Sophie pour me briser. Mais la villa était un traquenard, micro caché, caméra planquée dans les appliques murales. Pendant le dîner, foie gras et château Margaux, Élise a craqué, ivre de vin et de rage. Lucien a toujours été le faible. C'est moi qui ai tenu le couteau pour ce port d'amant, et il a payé pour moi. Par loyauté.
Les mots ont été enregistrés, nets comme un verdict. J'ai envoyé la bande à Duval, qui l'a diffusée sur un podcast viral. Confession d'une meurtrière, le scandale de Montfort. Le chaos a éclaté. La police a rouvert l'enquête sur le meurtre originel, perquisitionnant l'hôtel particulier au petit matin. Élise a été emmenée menottée, son tailleur froissé, hurlant « c'est un complot ». Henri a fait une attaque, effondré sur son bureau de notaire, entouré de dossiers qui s'effritaient comme son empire. Claire, remise de sa fièvre, a tenté de me confronter dans l'hôpital où il gisait. « Tu as détruit ta famille, Lucien. » Pourquoi ? Un bout de papier. Ses yeux verts, miroir brisé, me transperçaient. Pour la justice, mère. La vôtre était pourrie. Mais la vengeance a son prix. Sophie m'a quitté cette nuit-là, un mot sur la table. Je t'aime, mais pas ce monstre. Seul dans mon studio, j'ai ouvert une bouteille de Calvados normand, le liquide brûlant ma gorge comme des regrets. Dehors, Paris dormait sous un manteau de givre, indifférente à mes tourments. Et pourtant, le jeu n'était pas fini. Élise, depuis sa cellule provisoire à la santé, m'a écrit une lettre. Tu crois avoir gagné ? Attends la contre-attaque, frère. Le printemps tardif fleurissait à Paris, un mensonge vert sous lequel pourrissaient les racines de ma famille. Les jardins du Luxembourg explosaient en tulipes d'écarlate. Mais pour moi, chaque pétale était une éclaboussure de sang séché. L'enquête avançait, un escargot judiciaire dans les couloirs de la Justice Palace, où les juges en robe noire disséquaient nos vies comme des cadavres sur la table d'autopsie. Élise était inculpée pour le meurtre de 2018, les preuves audio irréfutables malgré ses avocats braillards. Fausse. Montage. Hurlait elle au micro, mais le jury, ces citoyens las de scandale, penchait du côté de la vérité que j'avais sculptée. Henri, sorti de l'hôpital avec un pacemaker qui tic-taquait comme une bombe à retardement, m'a convoqué dans son étude, un sanctuaire de bois sombres et de livres reliés cuir. Il était voûté, ses moustaches grises pendantes comme des saules pleureurs. « Assieds-toi, Lucien. Nous devons parler. » La pièce puait le tabac froid et le désespoir. Il a sorti un dossier jauni, différent du mien. Des lettres d'amour de ma mère à Lorenzo, des analyses ADN confirmant la paternité italienne d'Élise. Je le savais depuis le début. J'ai élevé cette étrangère pour Claire. Pour l'amour. Ses yeux larmoyants me suppliaient. « Pardonne-moi, fils. Tu es l'héritier. Tout est à toi maintenant. » J'ai ri, un éclat sec qui a fait voler la poussière des étagères. « Pardonne ? Tu m'as laissé pourrir 7 ans pour protéger ton mensonge conjugal. » Il a tendu une main tremblante, effleurant la mienne. C'était pour l'honneur. La famille de Montfort ne survit pas aux bâtards. Honneur. Le mot me donnait la nausée, comme le foie gras de nos dîners d'enfance. J'ai arraché le dossier, le feuilletant sous son regard implorant. L'honneur ? C'est toi qui as falsifié le testament, père. Pour elle. Il a hoché la tête, brisé. Oui. Mais répare ça, Lucien. Sauve Élise. Elle est ta sœur quand même. Sœur. Le lien de sang que j'avais nié dans mes nuits de rage. Je suis parti sans un mot, le dossier sous le bras, marchant le long de la Seine où les péniches touristiques glissaient comme des cercueils flottants. De retour au studio, j'ai confronté mes démons. Sophie avait effacé mon numéro, mais une lettre traînait sur le paillasson, écrite d'une main fine. Lucien, je pars à Marseille. Guéris-toi avant de détruire le monde. Les mots me transperçaient plus sûrement qu'une lame. Étais-je le vengeur ou le bourreau ? Balzac, dans le Père Goriot, parlait de famille comme de volcan, éruption de lave qui engloutissent tout. Ma lave coulait déjà. Élise, depuis la santé, tissait sa propre toile. Son contre-attaque arriva sous forme d'un avocat véreux, un requin du palais nommé Maître Lefebvre, qui me convoqua dans un café du quartier latin. « Monsieur de Montfort, votre sœur propose un marché. » Il était bedonnant, son cigare mâchouillé comme un os. Elle plaide coupable pour le blanchiment, en échange de l'abandon des charges pour meurtre. Mais elle veut votre silence sur le secret. J'ai siroté mon expresso, amer comme la trahison. Et si je refuse ? Il a souri, dents jaunes. Elle témoigne contre vous pour le meurtre d'Antoine. Preuve ? Votre ADN sur la lame, planté, bien sûr, mais qui croira le fils de prison ? Le chantage puait le soufre. Élise, même en cage, mordait comme une louve. J'ai feint l'hésitation, négociant comme un marchand de tapis persans. Dites-lui que j'accepte. Mais je veux voir son visage. La rencontre eut lieu dans la salle des visites de la santé, un bunker gris aux murs tagués de graffitis désespérés. Élise, sans maquillage, ressemblait à un spectre, cheveux ternes, yeux enfoncés comme des puits secs.
Frère, a-t-elle murmuré à travers la vitre, sa voix déformée par le combiné. Arrêtons ça. Pour maman. J'ai pressé ma paume contre le verre, feignant la tendresse. Pour maman? Ou pour ton sang italien qui te démange? Elle a blêmi, le combiné tremblant. Comment. J'ai souri, froid. Les dossiers, Élise. Et les tiens. Photo de toi avec les créanciers, nus et suppliants. C'était un bluff. Yann n'avait pas tout, mais elle a craqué, larmes coulant comme de la pluie normande. S'il te plaît, Lucien. J'ai tué pour l'argent, pas pour la haine. Antoine me battait, me contrôlait. Le premier meurtre. C'était de la légitime défense. Mensonge ou vérité? Ses yeux imploraient, et pendant un instant, j'ai vu l'enfant qu'elle était, gâtée, mais brisée par les mêmes ombres que moi. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. J'ai quitté la prison sans accord, alertant Duval d'une nouvelle preuve. L'enregistrement de notre conversation, trafiqué pour qu'elle avoue tout. Le podcast suivant fut un coup de tonnerre. Confession complète, Élise de Montfort, meurtrière en série. Les charges se sont alourdies, double homicide, fraude. Henri, apprenant la nouvelle à la radio, a fait une seconde attaque, cette fois fatale. Son cœur, usé par les mensonges, s'est arrêté dans l'ambulance sirène hurlante vers l'Hôtel-Dieu. L'enterrement fut un cirque gothique au cimetière de Passy, sous un ciel de plomb. Claire, voilée de noir comme une veuve de film de Truffaut, s'est accrochée à mon bras, sa main osseuse comme un cerf d'aigle. Tu l'as tué, Lucien. Pas avec une lame, mais avec tes mots. Les invités, cousins snobs, oncles hypocrites, murmuraient derrière leurs éventails. Le fils prodigue, revenu pour l'héritage. J'ai prononcé l'éloge funèbre, voix de velours, mon père était un homme d'honneur, piégé par l'amour. Les mots étaient un dard, empoisonnant Claire qui serrait son chapelet jusqu'au sang. Après la cérémonie, elle m'a confronté dans la crypte familiale, un mausolée de marbre froid où les ancêtres nous observaient de leurs bustes pétrifiés. C'est fini, Lucien. Prends tout, les propriétés, l'argent. Mais laisse Élise. Sa voix chevrotait, brisée comme du cristal Sèvres. J'ai sorti le dossier ADN, le laissant tomber à ses pieds. Tout, sauf la vérité, mère. Lorenzo Rossi était ton amant. Élise, ton bâtard. Et moi, ton sacrifice. Elle s'est effondrée contre un sarcophage, sanglots étouffés. J'aimais Henri. Mais Lorenzo. C'était la passion. Élise est innocente de ça. Innocente. Le mot ricochait dans ma tête comme une balle perdue. Je l'ai laissé là, dans l'ombre des morts, et suis sorti dans la lumière crue de Paris. La vengeance culminait, mais un vide s'ouvrait en moi, un abîme plus sombre que les catacombes. Sophie m'avait fui, mes parents saignaient, Élise pourrissait. Étais-je victorieux, ou simplement un monstre miroir d'eux? Le twist approchait, tapi dans les ombres du testament final d'Henri. Une clause secrète, révélée par le notaire lors de la lecture, qui me désignait non seulement héritier, mais accusateur officiel, avec ordre de réparer les injustices familiales. Henri, dans son agonie, avait choisi mon camp. L'été étouffait Paris dans une canicule biblique, l'asphalte fondant sous les talons des touristes égarés. Les fontaines de la Concorde crachaient une eau tiède, inutile contre la sueur qui collait mes chemises à la peau. La lecture du testament avait eu lieu dans l'étude d'Henri, un rituel solennel perturbé par l'absence d'Élise, toujours en détention préventive à la santé, son procès fixé à septembre comme une guillotine suspendue. Le notaire, un confrère d'Henri aux bajoux pendantes, a déplié le parchemin avec des gestes de prêtre. À Lucien de Montfort, mon fils unique et légitime, je lègue l'intégralité des biens, l'hôtel de Rivoli, le château de Normandie, les vignes de Saint-Émilion et une somme de 5 millions d'euros. Clause additionnelle. Lucien est nommé exécuteur testamentaire des injustices passées, avec pouvoir discrétionnaire sur la fortune d'Élise de Montfort, née Rossi. Claire a étouffé un cri, sa main pressée contre sa poitrine comme pour retenir son cœur vagabond. Henri. Non. Les mots étaient un râle, un aveu final. J'ai levé les yeux vers elle, impassible. Il a choisi, mère. La vérité l'a libéré. Le notaire a toussé, mal à l'aise. Monsieur, cette clause implique une révision judiciaire. Pour la sœur. J'ai hoché la tête, signant les papiers d'une main ferme. Dehors, les klaxons des taxis formaient un chœur infernal, moqueur. Avec l'héritage en poche, j'ai déménagé dans l'hôtel particulier, chassant les fantômes comme on chasse les souris d'un grenier. Les domestiques, mari en tête, m'ont accueilli avec une déférence forcée, leurs yeux glissant sur moi comme sur un intrus. J'ai réaménagé le salon. Portrait d'Élise arraché des murs, remplacé par des cartes de la Normandie,
ces falaises érodées qui symbolisaient ma patience. Claire s'est retranchée dans sa chambre, une recluse au volet clos, ne descendant que pour des repas silencieux où nos fourchettes cliquetaient comme des menottes. Le procès d'Élise fut le climax, un opéra judiciaire au palais de justice, où les colonnes néoclassiques se dressaient comme des juges muets. J'ai témoigné en premier, voix calme sous les projecteurs. Ma sœur a commis le meurtre en 2018. J'ai porté la faute par loyauté familiale, un pacte scellé dans le mensonge. Les jurés, un mélange de banlieusards et de bobos parisiens, ont froncé les sourcils, divisés. Certains voyaient en moi un martyr, d'autres un manipulateur. Élise, en tailleur pantalon gris, a riposté depuis le box. Lucien est le vrai coupable. Jaloux de mon mariage, il a tué Antoine pour l'héritage. Ses yeux lançaient des éclairs, mais sa voix chevrotait, trahissant la fissure. Les preuves déferlaient comme une marée. L'audio trafiqué, mais corroboré par des experts, les relevés bancaires, le dossier ADN que j'ai produit comme un as de pique. Élise n'est pas une de Montfort, ai-je déclaré, tendant les papiers au président. Un murmure a parcouru la salle, un vent de scandale. Claire, au premier rang, s'est levée d'un bond. Arrêtez. C'est ma faute. Son cri a figé l'assemblée. Elle a gravi les marches, ignorant les huissiers, et s'est plantée devant le juge. J'ai trompé mon mari. Élise est ma fille d'un autre. Lucien. Protégez-la. C'est moi la traîtresse. Le chaos. Les flashs crépitaient comme des coups de feu, Élise hurlait « Maman !» depuis sa cage de verre. Le juge a ajourné, ordonnant une suspension, mais le mal était fait. Les journaux titraient « Inceste et sang, le crépuscule des de Montfort ». Paris, ville de ragots, se délectait, des cafés de Saint-Germain aux bars branchés de Pigalle. J'ai fui la cohue, marchant seul vers Notre-Dame, où les gargouilles ricanaient sous le soleil cuisant. Claire m'a suivi, titubante dans sa robe noire. Pourquoi, Lucien? Tu as gagné. Laisse-la vivre. Parce que la vie qu'elle a prise était la mienne, ai-je répondu, la cathédrale se dressant comme un rempart contre la folie. Elle s'est effondrée à mes pieds, sanglots rauques. Alors prends-moi aussi. Je suis le poison originel. Pour la première fois, j'ai vu la femme derrière la mer, une actrice usée, piégée dans son propre scénario. J'ai tendu la main, la relevant comme un pantin cassé. Pas encore, mère. La fin n'est pas écrite. Le twist est survenu 2 jours plus tard, dans une lettre d'Élise, glissée par son avocat. Frère, tu as tout faux. Le meurtre de 2018, Antoine l'a mérité, mais pas par moi seul. Papa savait. Il a aidé à cacher le corps, pour l'honneur. Et le secret? Il y en a un plus grand. Tu n'es pas son fils non plus. ADN joint. Ton père est un ouvrier de l'usine Renault, une erreur de jeunesse de Claire avant Henri. La pièce jointe, un test ADN, daté de l'année dernière, prouvant que j'étais un autre bâtard, adopté en secret. Le monde a basculé. Étais-je le vengeur légitime ou un imposteur vengeant un fantôme? J'ai confronté Claire au château de Normandie, un bastion de pierre grise battu par les vents de la Manche. Elle était assise dans la bibliothèque, feu crépitant dans l'âtre. C'est vrai? Ai-je demandé, la lettre tremblant dans ma main. Elle a hoché la tête, yeux baissés. Henri t'a adopté après ma liaison avec un mécanicien. Il t'aimait comme le sien. Élise était le péché, toi, la rédemption. Rédemption. Le mot tournait en boucle, amer comme le sel marin. J'ai quitté le château sans un mot, roulant vers Paris dans la nuit, phare creusant des tunnels dans le brouillard. Le procès reprenait, mais mon feu s'éteignait. Diviser ou unir? Les jurés choisiraient, mais moi, j'avais déjà perdu. Une famille de mensonges, une vengeance creuse. Sophie m'a appelé cette nuit-là, voix hésitante. J'ai lu les journaux. Reviens, Lucien. Ou pars loin. J'ai raccroché, le téléphone glissant de ma main moite. L'automne revenait, un manteau roux sur les boulevards, masquant les cicatrices de l'été. Le procès s'est clos dans un tourbillon de verdicts. Élise condamnée à 20 ans pour double homicide et fraude, son élégance brisée par les menottes qui cliquetaient comme des bijoux cheap. Les jurés, divisés jusqu'au bout, 5 pour la clémence, 7 pour la rigueur, avaient débattu des nuits entières, leurs arguments fuyant dans les couloirs du palais comme des ombres chinoises. Elle est une victime du système familial, plaidait un jeune prof de gauche. Non, une manipulatrice née, rétorquait une retraitée du 7e. Moi, témoin star, j'avais gardé le silence sur le twist ADN, un secret enterré plus profond que les tombes de Passy. Pourquoi détruire le mythe? Henri m'avait légué non seulement des biens, mais une illusion d'héritage. Claire s'est effondrée après le verdict, un malaise qui l'a emporté dans une clinique privée de Neuilly. Je l'ai veillé, assis à son chevet, la main froide dans la mienne. Pardonne-moi, Lucien,
murmurait-elle entre 2 doses de morphine, son visage un masque de cire. J'ai aimé trop fort, trop mal. Ses yeux verts, voilés, cherchaient les miens. Tu es mon fils, peu importe le sang. J'ai hoché la tête, serrant sa main jusqu'à ce que les machines bipent en crescendo. Elle est partie à l'aube, un dernier souffle comme un adieu théâtral, laissant derrière elle un mot, Ventoux. Vie libre. La vente des biens fut un feu de paille. Châteaux aux enchères pour un magnate russe, vignes bradées à des coopératives bordelaises, hôtels particuliers transformés en Airbnb pour bobos. J'ai empoché 8 millions, un pactole qui puait le soufre, et suis parti pour le sud, une Peugeot cabossée filant vers la Provence. Marseille m'accueillit avec son Mistral coupant, ses calanques turquoises où l'eau lavait les péchés. J'ai acheté une masse isolée près d'Aix, murs ocre et lavande sauvage, loin des intrigues parisiennes. Sophie m'y attendait, un hasard ou un destin tordu. Elle enseignait maintenant à l'université d'Aix, ses cheveux grisonnants de sel marin. J'ai su que tu viendrais, a-t-elle dit, sur la terrasse surplombant la mer, un verre de rosé à la main. Nos retrouvailles furent un slow burn, des nuits où les corps parlaient ce que les mots taisaient. La vengeance t'a guéri, a-t-elle murmuré un matin, doigt traçant la cicatrice sur ma joue. J'ai ri, amer. Ou empoisonné. Mais ici, avec toi, je respire. Pourtant, les ombres persistaient. Des lettres d'Élise arrivaient de la santé, écriture fine comme une toile d'araignée. Frère, le twist? Henri mentait. Le test est faux, il l'a falsifié pour te tester. Tu es son fils, le vrai. Reviens. J'ai brûlé les missives dans le foyer, mais le doute rongeait. Et si? Les jurés avaient choisi ma version, mais le public débattait encore dans les forums en ligne, héros ou psychopathe. Élise méritait pire. La vengeance avait divisé, comme un vin corsé qui laisse un arrière-goût de cendre. 1 an plus tard, je publiais un roman, anonyme, Les ombres de Montfort, un récit à peine voilé de notre saga. Best-seller instantané, traduit en italien pour l'ironie. Sophie rit, tu es Balzac réincarné. Mais la nuit, quand le Mistral hurle, je rêve d'Élise, libre un jour, complotant sa propre revanche. Et Claire, spectatrice éternelle, murmure, le sang appelle le sang. Est-ce une fin heureuse? Une bille ACH? Les lecteurs choisissent leur camp, comme les jurés. Moi, je vis dans l'entre-deux, un exil doré où la mer efface les traces. Mais la lame reste aiguisée, cachée dans le tiroir. Car en France, la vengeance n'est jamais finie. Elle attend, patiente comme les marées.